Pascal Praud et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Et nous parlons évidemment politique avec Alexandre Chauveau, journaliste service politique d'Europe 1. On écoute quelques mots dits lors de ces passations de pouvoir, en commençant peut-être par Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Pour vous, je ne lâcherai rien, je ne céderai jamais rien. Je ne laisserai passer et je ne tolérerai aucune offense, aucune atteinte, bien sûr physique, c'est une telle évidence, mais pas plus pour les atteintes verbales. Et je le dis ici, et j'espère qu'avec ce micro, et grâce à ce micro, mes propos iront d'écho en écho jusqu'aux oreilles qui sont concernées par ce que je vais vous dire. Oui, honte. Honte à ceux qui distillent dans leur discours la haine vis-à-vis de nos forces de l'ordre. C'est indigne. C'est indigne. Et je ne laisserai jamais faire. Parce que ils sont le bouclier de la République. L'ultime recours, bien souvent, ce sont des serviteurs. Je serai le premier d'entre eux. La République doit la fermeté. Alors oui, tous ensemble, nous devons avoir le courage de la fermeté, le courage d'une juste fermeté. Pour le collégien tabassé, pour la jeune fille violée, pour la veuve du gendarme endeuillée, pour nos compatriotes qui, à raison de leurs origines, de leur couleur de peau, de leurs croyances, sont menacés. Je parle et je pense tout particulièrement à nos compatriotes juifs. Nous ne devons rien, absolument rien, laisser passer. Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur ce matin, il s'est adressé directement aux forces de l'ordre, mais bien au-delà, puisqu'il parle également de nos compatriotes juifs. Alexandre Chauveau, c'est vrai qu'il a donné le ton, c'est toujours intéressant d'ailleurs, les premiers mots d'un ministre, il donne le ton, et ce ton, c'est celui de la fermeté. Exactement, c'est dans les pas de ce qu'il prône depuis des années en tant que président du groupe LR au Sénat. Il s'inscrit aussi dans les pas de Gérald Darmanin dans cette continuité qui consiste à défendre de manière systématique les policiers, avec un discours assez politique adressé aussi à l'aile gauche, au Nouveau Front Populaire et à la France Insoumise qui depuis des années tient des discours qui sont considérés par une partie importante de la classe politique comme étant des discours anti-policiers. Je pense à la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui dit « la police tue ». Donc c'est un discours adressé à la gauche, aux syndicats de policiers qui étaient en attente de ce nouveau ministre. Ils étaient en très bons termes avec Gérald Darmanin. Les syndicats policiers, c'est vraiment ce sont une organisation qui pèse et qui est très importante à la place Beauvau. On sait que par exemple Christophe Castaner s'était mis à dos ces syndicats et c'est ce qui avait provoqué sa chute. Donc c'était le premier discours de Bruno Retailleau. Très important, qui effectivement distille un message de fermeté et puis un message plus politique aussi. Il a dit, on le sait tous, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, mais notre légitimité, on la tient de ce qu'attendent les Français. Il faut entendre le message des législatives. Les Français veulent plus d'ordre dans la rue et à nos frontières. C'est un message aussi aux électeurs du Rassemblement national qui ne sont pas représentés dans ce gouvernement, mais à qui Bruno Retailleau a voulu envoyer un message de fermeté. Alors évidemment, le couple ministère de l'Intérieur, ministre de la Justice est décisif pour une cohérence gouvernementale. On va écouter Éric Dupond-Moretti, ex-ministre de la Justice, ce matin. Mon ambition n'a jamais été politique. Je ne suis pas venu ici pour faire carrière. J'avais une vie avant, j'aurai une vie après. Je n'ai jamais cherché à être un marqueur de gauche ou un marqueur de droite. La justice est désormais sur la bonne voie et je suis optimiste pour son avenir. Bon, cette propension à parler de soi me surprend toujours. Je ne demande pas à M. Dupond-Moretti pourquoi il est venu, s'il est bienvenu, etc. Ce qui m'intéresse, c'est son bilan et qu'il parle de la justice, mais c'est sans doute l'époque où les gens se mettent d'abord en avant et sur ses motivations en l'espèce, mais c'est pas ça qui est forcément le plus intéressant. Je le disais, Monsieur Migaud, là aussi il faut être prudent puisqu'il n'a pas encore pris de décision, mais on ne le met pas exactement sur la même ligne que Monsieur Retailleau. Pourquoi je dis ça ? Par exemple, c'est quelqu'un qui avait refusé l'idée des peines planchées.
Absolument, et c'est une des revendications de la droite. Didier Migaud, c'est un ancien député socialiste qui est resté très longtemps député, de 88 à 2010. Il était ancien président de la Cour des comptes, il dirigeait jusqu'à sa nomination la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est quelqu'un qui est spécialiste des finances. J'entendais Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, qui était présente à cette passation, qui disait on va voir ce qu'il va faire. Certains le présentent comme la caution de gauche, c'est la seule personnalité venue de la gauche dans ce nouveau gouvernement. Et effectivement, il y a beaucoup d'interrogations sur l'attelage entre la justice et l'intérieur. Éric Dupond-Moretti a dit lors de cette passation, parmi ses regrets, je regrette que nos compatriotes estiment qu'il sépare le ministère de la Justice et le ministère de la Police. Et il a salué d'ailleurs l'action de Gérald Darmanin. Mais ce sont deux ministères qui travaillent main dans la main. Je pense par exemple à Éric Ciotti qui, au moment de quitter les Républicains, a dit Bruno Retailleau, j'ai beaucoup d'interrogations sur ses marges de progression, puisque la réponse à l'insécurité, c'est la réponse pénale. Or, le nouveau ministre de la Justice est socialiste. Nous sommes avec Nathalie et vous allez pouvoir également, Alexandre, pourquoi pas apporter des éclairages à Nathalie, si tant est qu'elle nous pose une question. Bonjour Nathalie, vous habitez Marseille, je crois. Oui, bonjour. Marseille, où je crois le temps n'est pas clément. En tout cas, à Cannes, il ne l'est pas, avec des inondations importantes. Est-ce que vous êtes épargné à Marseille ? Il a plu ce matin, et sinon, là, le ciel est bleu et il fait beau. On n'a pas eu les mêmes problèmes, on n'a pas rencontré les mêmes problèmes qu'à Cannes. Bon, tout à fait. Je ne vous demande pas si vous êtes une Marseillaise pure souche, parce que j'ai l'impression que ça s'entend, chère Nathalie. Oui, je suis une Marseillaise de plusieurs générations. Vous êtes plusieurs générations, vous êtes née à Marseille depuis de nombreuses années dans la famille ? Oui, 3 ou 4 générations. Ça, c'est formidable. Donc, vous avez vu aussi Marseille changer, parce que vous avez à peu près, on est de la même génération. Le Marseille de votre enfance n'est pas exactement le Marseille d'aujourd'hui. Non, c'est pas le même. Après, tout ce qu'on vit pendant l'enfance est sûrement magnifié. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup Marseille de mon enfance, mais bon, il faut évoluer aussi avec son temps, et certaines choses sont bien et d'autres sont moins bien. Vous habitez dans Marseille ? Oui, j'habite dans Marseille, tout à fait. Ce qui est étonnant à Marseille, parce que c'est une des rares villes où généralement les centres-villes sont occupés par la bourgeoisie de la ville. C'était vrai à Nantes, à Bordeaux, à Lyon. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que l'avenue de la Canebière, on dit avenue ou rue de la Canebière d'ailleurs ? On dit la Canebière d'ailleurs. Rue la Canebière. Nous, on dit la Canebière. C'est des appartements haussmanniens, c'est des très très beaux appartements qui étaient occupés par des bourgeois d'ailleurs au début du siècle passé, au début du XXe. Aussi. Exactement. Et aujourd'hui, les gens les plus aisés, ils n'habitent pas là. Non. Après, il y a certaines rues, mais bon, non. C'est le centre-ville, effectivement, a des problèmes concernant le logement. Alors après, vous avez des belles rues, vous avez des belles boutiques à certains endroits. Bien sûr, la rue du Paradis. Alors, vous n'êtes pas venu pour parler de la géographie de Marseille, et c'est monsieur Olivier Guénec qui me le rappelle à l'oreillette. Il me dit, non, je me permets, Nathalie est venue pour parler du gouvernement Barnier, un peu de rigueur. Voilà, je vous ai pratiqué, je vous connais. Voilà. Mais oui, mais c'est intéressant, c'est un ensemble de choses, une conversation avec un auditeur. Mais j'ai pas dit le contraire, cher monsieur Nathalie, Pascal. qu'est-ce que vous pensez de ce changement de gouvernement ? D'abord, je ne sais même pas s'il y a des Marseillais dedans représentés. Il y a des gens de Haute-Savoie, comme chacun le sait, mais il n'y a pas beaucoup de Marseillais dans ce gouvernement. Vous en pensez quoi ? Écoutez, moi, je j'attends pas grand-chose de ce gouvernement, et je pense que vu la situation dans laquelle nous sommes, la France se trouve, ça va être très compliqué. Alors effectivement, il y a pas grand monde qu'on connaît là-dedans, à part Monsieur Retailleau et puis Monsieur Migaud aussi, dont vous veniez de parler, que je connais bien par rapport à la comment ça s'appelle, la commission des comptes, voilà. Mais sinon, non, il y a pas grand monde qui est connu. Après, ça veut rien dire, c'est pas ça. Mais moi, je pense que vu l'urgence dans laquelle s'est retrouvé le président Macron, vu peut-être le peu de personnes qui ont voulu s'atteler aussi à cette tâche, il n'a pas eu un grand choix. Il n'a pas eu un choix qu'il voulait peut-être. C'est-à-dire que manifestement, il voulait pas de stars dans son gouvernement. Mais Alexandre Chauveau, peut-être pas de stars, les stars ne voulaient peut-être pas venir, ils pensent peut-être plus à
leur destin à eux pour 2027 plutôt que le destin de la France. On se retrouve dans une situation financière très compliquée, voilà, qui découle de beaucoup de choses et entre autres du Covid. Voilà, donc non, moi j'attends pas grand-chose. Vous aviez voté pour qui, Nathalie? Moi j'ai voté blanc. Ah bon? Moi j'ai voté blanc, tout à fait. Bon, et vous penchez plutôt à droite ou à gauche? Je suis plutôt centre-gauche. Mais je suis pas du tout mélangée. Mais vous n'avez pas trouvé, par exemple, justement, la Macronie, c'est le centre gauche-droite, c'est un peu le bloc central. Non. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la Macronie? Ce que je n'aime pas dans la Macronie, c'est, disons que sur certains sujets économiques et entre autres tout ce qui concerne les entreprises et les grandes entreprises au niveau de l'impôt, ils ont diminué, ils ont augmenté les aides pour beaucoup d'entreprises, des grandes entreprises, sans demander des contreparties. Et c'est pour ça aussi, entre autres, pour beaucoup de choses, et surtout par rapport au Covid, où nous nous retrouvons dans de gros problèmes financiers. Donc voilà, cette politique un peu un peu entre les deux. C'est vrai que c'est cohérent avec ce que vous dites. Vous êtes centre-gauche, mais les impôts, le problème de ce que vous dites, moi je veux bien, mais c'est contre-productif d'augmenter les impôts, notamment des entreprises. Nathalie, si c'était efficace, je vous dirais, il faut le faire, mais en fait, je trouve qu'effectivement, il faut favoriser les chefs d'entreprise, les PME. Moi, je travaille dans une grande entreprise, donc une très grande entreprise. Donc, ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il faut aider les entreprises, les PME comme les grandes entreprises. Et alléger leurs charges. Il faut demander certaines choses. Il ne faut pas donner comme ça de l'argent comme ça. Mais on ne leur donne pas d'argent, il faut alléger. Il faut alléger les charges. Mais il y aurait certaines... moi je vois certaines choses qui font que... Non, je pense qu'il y a quand même... il ne faut pas être aussi trop dans le libéral à ce niveau-là, mais il faut faire aussi de l'attractivité, ce qu'il a essayé de faire, mais au détriment, je trouve, des personnes qui travaillent et des ménages. Voilà. Alors après, Nathalie, on va marquer une pause. Moi, je voulais pas y aller au gouvernement. Moi, je ne serais pas allé au gouvernement. Mais vous savez que dans notre équipe, il y a quelqu'un qui a refusé également. On lui a proposé, mais malgré là où il est né, il a préféré rester en dehors du gouvernement. Et vous m'aviez pas remercié d'ailleurs, vous pourriez le faire. Pour avoir une marge de manœuvre, c'est ce qu'il nous a dit. Il a préféré être en dehors parce que sa marge de manœuvre sur le plan politique est plus grande, n'est-ce pas? Tout à fait. Je n'aurais pas pu faire ce que je voulais. Donc, ouais. Il est 11h27, on marque une pause. Là, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup, Nathalie. Vraiment, merci grandement. À 11h34, je voulais poser une question à Alexandre Chauveau qui est avec nous. J'écoutais ce matin Vincent Trémollet de Villers qui était sur l'antenne d'Europe 1 et son édito, d'ailleurs, vous pouvez l'écouter tous les jours à 7h50. Il disait que M. Nasrou devait être ministre de la laïcité, mais comme le mot aurait une charge islamophobe, ce qui est quand même invraisemblable de penser ça. Il est ministre de la citoyenneté et il ajoute, Vincent, donc un ministre ne doit pas être catholique mais pas trop laïque. Le progressisme radicalisé a mis Michel Barnier sous surveillance. C'était l'analyse de Vincent Trémollet. C'est vrai que ce mot citoyenneté à la place du mot de laïcité pour Othman Nasrou, qui est donc un secrétaire d'État, peut interroger. Ça donne une idée du rapport de force qu'il y a entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. Michel Barnier, selon la Constitution, propose au président, c'est le président qui nomme. Et il y a eu 2-3 petits accros comme ça, où c'est vraisemblablement Emmanuel Macron qui a remporté les arbitrages. Il y avait le cas de Laurence Garnier qui devait être nommé ministre secrétaire d'État à la famille. Ses positions contre le mariage pour tous, notamment en 2013, ont fait Michel Barnier l'a nommé finalement secrétaire d'État à la consommation. Le secrétariat d'État à la laïcité fait effectivement partie de ces 2-3 contentieux qui ont eu lieu entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. Gabriel Attal a aussi beaucoup pesé pour ça, et ça illustre le clivage qu'il y a en matière sociétale entre la droite, Michel Barnier, et une partie de la Macronie qui est très largement progressiste sur les questions sociétales. Il est 11h36, vous êtes avec Alexandre Chauveau, nous parlons politique, vous êtes sur Europe 1, et on peut peut-être écouter la formule choc de Bruno Retailleau sur son programme. 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre.
La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. L'ordre comme condition de la liberté. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la liberté d'abord qui est menacée. Je crois à l'ordre comme la condition de l'égalité. La loi du plus fort s'exerce contre le plus faible. Je crois à l'ordre comme la condition de la fraternité, comme une possibilité de la concorde civile. Et on rappelle que Bruno Retailleau sera demain matin Oui. l'invité de Sonia Mabrouk, et je pense qu'elle lui posera la question que je vais vous poser. J'ai écouté en direct tout à l'heure cette sortie de Bruno Retailleau. Il est à côté de Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur depuis un certain temps quand même. Et il dit rétablir l'ordre. Quand j'entends rétablir l'ordre, ça veut dire que l'ordre n'est pas rétabli. Donc j'imagine quand même Gérald Darmanin qui entend cela, ça ne doit pas lui faire plaisir. Non, mais lui aussi, pendant ses 4 années au ministère de l'Intérieur, a répété cette injonction à rétablir l'ordre. C'est ce que font beaucoup de ministres de l'Intérieur depuis plusieurs années. La question, c'est quelle marge de manœuvre va avoir Bruno Retailleau pour justement rétablir l'ordre. Par la voie législative, ça va être assez compliqué. Je vous fais pas le portrait de l'Assemblée nationale, mais à moins d'une voie de passage avec les voies du Rassemblement national, ça va être très compliqué. Il existe d'autres moyens. Il y a la voie circulaire, la voie réglementaire. Maintenant qu'il est place Beauvau, il a la main sur, entre guillemets, les préfets, donc il peut passer des consignes de fermeté. Il y a aussi une question, c'est quelle latitude va lui laisser Emmanuel Macron, qui a aussi son mot à dire. Il gouverne. Ah non, le gouvernement gouverne, le président préside. Par exemple, en matière d'immigration, il y a plusieurs problèmes qui peuvent se solutionner par la voie diplomatique. Or, c'est Emmanuel Macron qui a ce levier-là. Je pense par exemple au rapport avec les pays du Maghreb qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants, l'Algérie notamment, avec qui les relations se sont tendues encore récemment. Donc je ne crois pas que Gérald Darmanin était un laxiste, connu pour son laxisme. Lui aussi voulait rétablir l'ordre. Dans les faits, ça va être beaucoup plus compliqué pour Bruno Retailleau. Alors Franck de Nice nous appelle. Alors d'abord, question quand même météo, puisque à Nice, c'est pas évidemment Marseille qui a, semble-t-il, été épargné. On a vu des inondations à Cannes très importantes. Est-ce qu'à Nice également, Franck, la ville est sous les flots? Non, alors bonjour Géraldine, bonjour Pascal, bonjour à tout le monde. Alors non, là, nous, on va dire entre 6h30 ce matin et 9h30, 10h, on a eu de fortes pluies avec des éclairs, des orages, mais pas comme à Cannes. Là, d'accord. Ça y est, le ciel est en train de se dégager. Mais voilà, il a quand même bien plu là en début de matinée sur les Alpes-Maritimes. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que Nice touche Cannes et que vous avez été épargné à Nice, alors que Cannes et ce qu'on a vu à Cannes... 30 km, on peut éviter, là, je crois que les orages partent vers la Corse. Donc il y a eu un vent qui nous a, on va dire, protégé Nice et puis Menton et Monaco. Il n'y a pas 30 km entre Nice et Cannes. Oh si, hein. Ah bon? J'ai l'impression que ça se touche, mais bon... Ben non, entre Nice et Cannes, vous avez Antibes, vous avez facilement au moins 30 bords. Bon, 30 km. Bah écoutez, si vous le dites, Franck, je vous fais confiance, puisque vous connaissez mieux la région que moi. Est-ce que vous êtes content de ce gouvernement ? Bah, moi, je le valide, oui, parce que je trouve que Michel Barnier, il a quand même réussi, avec sa petite majorité relative qu'il a à l'Assemblée, de constituer ce gouvernement. Moi, je suis content parce qu'enfin, les LR reviennent au gouvernement et moi je le demandais déjà depuis 2022. Ils auraient pu rentrer au gouvernement en 2022, ça aurait permis une majorité absolue en 2022 et je pense qu'on n'aurait pas eu la situation actuelle, mais bon, on peut pas refaire le passé. Et surtout, c'est que moi je trouve que le Sénat et les élus locaux reviennent en force dans ce gouvernement. J'ai vu la liste, j'ai vu là les différentes passations de pouvoir à la télé. Moi, je suis content qu'il y ait des sénateurs qui rentrent au gouvernement, des maires. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont, selon vous, les 2 ou 3 mesures les plus fortes qu'un gouvernement de France devrait mettre en œuvre aujourd'hui? Alors moi, j'ai prêché pour ma paroisse parce que comme je suis infirmier, j'aimerais bien réellement qu'on ait une grosse réforme du système de santé en France. Je généralise, mais quand même, parce que... Et concrètement, ça veut dire quoi? Il faut réformer l'hôpital parce que l'hôpital... Quelles sont les 2 ou 3 mesures dans l'hôpital? Moi, j'aime bien les choses très concrètes. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous? Déjà, il faut remettre les paramédicaux que je suis au lit du malade. Faut arrêter. On mettre on fait trop d'administratif. Mais même dans le privé, dans les cliniques, c'est pareil. Moi qui suis dans un labo, on fait énormément d'administratif.
Et moi, l'infirmier que je suis, c'est d'aller au lit du malade et d'avoir si les patients ils vont bien et si on leur a l'administration. Alors du que vous faites médicament trop d'administratif, c'est ce que vous me dites. Mais oui, ça veut dire quoi faire trop d'administratif? Essayez de m'expliquer en quoi votre travail est administratif aujourd'hui. Alors, par exemple, si vous avez un patient qui est hospitalisé, des fois, c'est à vous d'aller appeler l'ambulance, d'essayer de trouver, et vous faites plusieurs numéros de téléphone pour essayer de trouver des ambulances pour pouvoir, par exemple, que la personne puisse regagner son domicile. Mais qui devrait faire ça alors, si c'est pas vous? Eh ben, il faudrait peut-être des agents administratifs, mais donc vous voulez embaucher des agents administratifs? C'est bien. Et on n'en a pas assez. Il y a 40% d'administratifs à la PHP, qui est le premier employeur de Paris. 40% d'administratifs et de gens qui ne voient jamais un malade. Oui, mais il faut l'administratif. Là, vous ne m'avez pas convaincu, Franck, si vous me permettez. Avec cet exemple-là, vous ne m'avez pas convaincu. Il y en a peut-être d'autres où il faut le revoir. Mais cet exemple-là ne m'a pas convaincu, si vous me permettez. Mais je l'entends, mon cher Pascal. Et il faut aussi fusionner le public et le privé. Moi, je trouve également, il faut travailler plus en collaboration entre le privé et le public. Bon, qui sera votre ministre de la Santé? C'est Geneviève Darrieussecq. Et elle s'y connaît, si j'ose dire, Alexandre Chauveau? Alors, elle est médecin allergologue de formation. Elle est allergologue. Absolument. Les allergologues, c'est les allergies. Effectivement. Après, elle a une longue carrière politique. Elle a été maire de Mont-de-Marsan. Elle est présente quasiment dans tous les gouvernements depuis à des postes de secrétariat d'État. Mais là, elle est depuis ministre. La nomination d'Emmanuel Macron. C'est la 5e ministre de la Santé depuis 2022. Bah oui, c'est ça qui est pas sérieux. C'était présenté comme une des urgences d'Emmanuel Macron. Et c'est pareil pour l'éducation nationale. 5e ministre en 2 ans. Anne Genetet, qui a aucune, paraît-il, dans son CV, rien ne l'a prédisposée à être éducation nationale. Madame Anne Genetet. Je ne vais pas pouvoir beaucoup la défendre. Elle a vécu à Singapour. C'est une députée des Français de l'étranger. Je peux pas... Mais il ne s'agit pas de la défendre ou pas, mais de dire simplement que rien ne la retient. Non, pour le coup, Geneviève Darrieussecq a des connaissances en médecine. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est Anne Genetet, rien ne la prédispose à être ministre de l'Éducation nationale, qui est une éducation, qui est un ministre extrêmement important. C'est vrai. Après, c'est ça qui m'étonne. Certains vous diront que Gabriel Attal n'y connaissait rien non plus et qu'il a été un plutôt bon ministre de l'Éducation nationale. Il est resté 6 mois. Non, mais pareil, le ministre des... comment dire, j'aurais aimé qu'un ministre... Il n'y a pas de ministre du handicap. Et M. Croizon a piqué un coup de gueule, il a bien raison d'ailleurs. Alors il y a Paul Christophe qui est solidarité, autonomie, égalité entre les femmes et les hommes. Mais c'est quand même très étrange qu'il n'y ait pas un ministre dédié au handicap après les Paralympiques et après la cause nationale qui est le handicap. Oui, c'est un portefeuille qui va être justement récupéré par Paul Christophe ou alors par le ministère des Sports, le maire de Châteauroux. Des Sports qui peut gérer par exemple les Paralympiques. Oui, bien sûr. Gilles Avrousse. Le maire de Châteauroux. Exactement. Et Jacques Van Rood a essayé de le joindre d'ailleurs, il l'aura peut-être. Bon, monsieur Olivier Guénec, qu'est-ce qu'on dit sur la page Facebook? Le petit message avant ou après la pub DJ Fab? Et effectivement, Laurent Tessier me rappelle qu'il y a un ministre de la coordination gouvernementale. Marie-Claire Carrère-Gé, qui est une sénatrice de Paris, qui est très proche de Michel Barnier, qui avait dirigé la campagne de Michel Barnier pendant la primaire LR. Exactement, et puis qui est une députée à un moment, qui était députée de Paris, je crois. Elle est sénatrice de Paris. Peut-être a-t-elle été députée. Mais... Et puis on la connaît dans le milieu du football, puisque elle a été longtemps mariée, elle est mariée avec Frédéric Thiriet, qui était le président de la Ligue nationale. Moi, je la connais un petit peu, Marie-Claire Carrère-Gé. D'ailleurs, c'est une femme très sympathique, avec beaucoup d'énergie, mais c'est vrai qu'elle est ministre coordination gouvernementale. Elle a été secrétaire générale adjointe de l'Élysée sous Jacques Chirac. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'on a besoin d'un ministre de coordination gouvernementale? Ça sert à quoi? Vous savez à quoi ça sert? Non, ça c'est une vraie bonne question. Bon, ben voilà. Je pense à mettre de l'huile dans les rouages entre tous les nouveaux ministres qui se connaissent pas. Tu prends ton téléphone le matin. Allô? Oui, je mets de l'huile dans les rouages. Comment ça va? Bon, c'est quoi? Tu fais quoi quand tu es ministre de la coordination gouvernementale, tu fais quoi? Vous créez le groupe WhatsApp pour les membres du gouvernement. Alors j'ai vu également, il y a une ministre, un secrétaire d'État à l'intelligence artificielle. Oui, c'est un sujet qui émerge. On a besoin d'un secrétariat parce qu'on veut faire des efforts d'économie. On a 39 ministres, donc 39 chauffeurs. Après, il faut donner à manger à tout le monde, Pascal. S'il faut donner à manger à tout le monde, ça effectivement, c'est après, un argument. Des postes qui ne servent à rien dans une équipe, ça arrive, comme dans la nôtre. Voilà, moi j'ai peut-être des noms en tête. Oui. Mais
justement, dans le privé, non, il n'y a pas un poste qui ne sert à rien ici. J'essayais de faire une petite blague. Mais bon, oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais bon, Géraldine, qui n'a pas parlé depuis 11 heures, bon, mais c'est quand même quelque chose. Parce que le lundi, vous avez vu que le lundi... Elle est bien meilleure l'après-midi. Hein. Oui, mais elle est bien. Mais là, le lundi, aujourd'hui, vous avez fait la fête tout le week-end. Mais pas du tout, je me suis reposée. Vous êtes en train de le faire. Alors le week-end prochain, activez-vous. Parce que comme ça, faites la fête. Hein. Il est 11h40. Je ferai mon point chez moi. Hein. Je rentre chez moi, puis je fais mon point. Allez, fais ton point, ami. Oula, on se tutoie, j'aime pas ça. Allez, Arjo nous écrit. Arjo ? Oui, Arjo. La situation avant les législatives est la même qu'après. La Macronie est en force avec une pincée de LR et la bénédiction provisoire du RN. Pour Anne, ce gouvernement est trop de droite. Aucun ministre issu du Front Populaire, c'est une honte. On se sent berné après avoir voté. Voilà, monsieur. Merci, ami. Il est 11h47, c'est vraiment intéressant. Je vous remercie. Non, alors attention, parce que moi, j'en fais plus. Hein. Non, déjà que moi, je suis pas payé au point, monsieur. Hein. C'est bénévole, tout ça. Hein. Déjà, on apprend que vous êtes payé. C'est déjà une bonne chose. Vous devriez nous remercier. Et remercier la maison Europe 1. Merci, chef. Exactement. Il est 11h47. On va peut-être chanter un moment. Je le sens. Oui, moi aussi. On va chanter, chanter. Bah oui. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir chanter un lundi? On va voir. On réfléchit. On va brainstormer. Exactement.